Nicolas Destendorf, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Dictionnaire amoureux de Paris aux éditions Plon. Alors, on a le sentiment qu'on connaît bien Paris, que déjà beaucoup de choses ont été dites, écrites sur Paris. Et on se dit, quoi? Alors, Nicolas Destendorf publie un nouveau livre. De quel Alors, droit? On les aime bien, mais pourquoi un livre sur Paris? Effectivement, c'est très intimidant. On me pose la question, on me dit mais pourquoi vous? Qui êtes-vous? De quel droit? Justement, pourquoi pas moi? C'est-à-dire que moi, je suis parisien, j'ai grandi en province, mais pour moi, Paris, c'était un week-end sur deux. Je venais chez mon père et c'était à chaque fois la découverte d'un quartier, d'un lieu. Et comme je voyais Paris depuis la province, à chaque fois, je voulais avoir une vision concentrée de la ville, donc je venais et mon père me faisait découvrir une partie différente. Donc, j'ai grandi à moitié à Paris et avec à chaque fois une concentration très dense pour comprendre les différents lieux. Et la ville a infusé en moi et est devenue partie organique, si je puis Alors, dire. dans votre livre, vous chantez un Paris nostalgique. Finalement, c'est un Paris que vous n'avez pas connu et que d'ailleurs, moi-même, je n'ai pas connu et qu'un grand nombre de gens n'ont pas connu. Paris, c'est 2000 ans d'empilement perpétuel. Donc, c'est d'abord une enceinte, puis une seconde, puis une troisième. D'abord, c'est la Seine. Ensuite, ce sont des collines. C'est-à-dire que j'adore me promener dans Paris et penser à ce qui était là avant. On a d'abord le Paris romain, ensuite on a le Paris médiéval. Et se dire que dès que je marche, d'autres gens ont marché. D'abord, là c'était des Mais voitures, vous y avant pensez c'était des quand Oui, vous êtes dans Paris? réellement, je regarde, je lève le nez. Ce livre m'a appris à lever le nez, à regarder ce que mon père m'avait appris quand j'étais petit. Mais là, ça m'a réveillé. Ça a réveillé en moi la sensation, la sensibilité de la présence de la ville. Et pour moi, c'est très important parce que Paris, c'est pas un musée. Paris, c'est pas une photographie figée, c'est vivant. C'est pas uniquement une population, c'est un ensemble. Il y a vraiment une interpénétration des lieux, des rues, des personnages, des marchés, de toute une vie vibrillonnante. La présence des catacombes, des carrières sous la ville. On est la seule ville au monde avec cet incroyable réseau souterrain avec une sorte de doublure de la ville réelle. Ce que j'aime, c'est ce côté presque monde parallèle. Et j'ai voulu rendre... Dieu sait que Paris a énormément changé. Donc, ne pourrait-on pas dire qu'il ne reste que des ruines à Paris? Que quelques ruines, enfin, je veux dire, jusqu'au, disons, XVIIIe siècle. On a longtemps remplacé du beau par du tout aussi beau. Maintenant, les 30 dernières années, on a eu tendance à remplacer du beau par du laid. Mais il n'y a pas des ruines, il y a un enchevêtrement. C'est-à-dire, évidemment, Ça veut dire vous faites le procès de ce qui a été construit depuis, disons, les années Pompidou, ou peut-être les années 60, après-guerre? Disons, sous De Gaulle et Pompidou, on n'a pas vraiment pris soin de notre ville. On a reconstruit parce qu'il fallait construire très rapidement. Il fallait loger tous ces gens. Les grands quartiers populaires étaient devenus des îlots insalubres. Mais au lieu de les restaurer, au lieu d'en faire, de leur rendre une identité, on les a rasés. Comme par exemple le quartier de Belleville, qui est un quartier quand même très abîmé. La place des Fêtes, qui n'a de festif que le nom. Les pourtours de la gare Montparnasse, le 13e arrondissement. Le 15e, qui n'a jamais été un quartier très développé. Mais j'ai un peu la nostalgie, effectivement, du vieux Paris populaire qui, lui, a été totalement éradiqué. Oui, il n'est plus là, en tout cas. Il y a des quartiers de Paris que vous préférez à d'autres? Il y a des quartiers qui ont gardé quand même leur identité un petit peu. Je pense, par exemple, au quartier Saint-Germain. Il y a eu de très belles restaurations, notamment dans le Marais et puis tout autour, dans le 9e aussi, qui n'ont pas tellement changé. Le centre de Paris, globalement, les arrondissements à un chiffre ont été préservés. Ça a échappé aux marteaux-piqueurs parce que c'était des quartiers qui étaient installés, qui étaient globalement des quartiers bourgeois. Mais le Paris populaire, qui est donc le Paris, en fait, post-haussmannien où le peuple de Paris s'est installé dans les arrondissements de ceinture, c'est-à-dire ce qui étaient les anciennes banlieues de Paris, ça a été très abîmé. Le centre de Paris n'a pas été trop modifié. Saint-Germain-des-Prés, qui est un quartier que j'aime, où j'ai grandi, où je vis maintenant, le problème, c'est que c'est devenu une sorte de supermarché de semi-luxe, c'est-à-dire qu'il y a des magasins, les boucheries chevalines sont remplacées par des boutiques de mode. Pour moi, ça dénature un peu un quartier. Et j'ai évidemment une nostalgie les bistrots vibrante. aussi ont disparu. Voilà, les bistrots. Et j'ai une nostalgie on des en a halles. connu même, vous êtes plus jeune que moi, mais Dieu sait qu'il y avait pratiquement 2, 3, 4 cafés par rue. Enfin, c'était incroyable. Les cafés par petits bourgs, les cafés, par petits îlots. Les cafés étaient côte à côte et maintenant c'était les Starbucks qui sont côte à côte. C'est moins amusant. Là, surtout, j'ai une nostalgie des halles. J'aurais adoré connaître les halles, cette ambiance, cette atmosphère vibrillonnante, permanente, ces gros types qui transportaient des carcasses de 200 kilos avec parfois des rats
accrochés parce que c'était inondé de rats à cette époque. Je les ai connus, je peux vous dire qu'il n'y avait quand même pas de rats, enfin Ah bon? personnellement. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Oui, c'est peut-être le 19e siècle, mais en tout cas, moi je les ai vus, je les ai connus, il n'y avait pas de rats accrochés aux carcasses. Bon. Vous avez de la chance. Vous avez connu un Paris qu'on m'a interdit de connaître parce qu'on m'a pas donné naissance au bon moment. Alors, il y a le Paris des écrivains, le Paris des artistes aussi, qui est à la fois chanté et dont les écrivains, finalement, qui est un Paris qui revient sans arrêt sous leur plume. Bah, Paris est une source d'inspiration infinie pour les artistes. Enfin, surtout enfin, à partir de Mercier, enfin, quand Mercier commence à se promener dans Paris, à décrire le Paris, c'est extraordinaire le travail qu'il a fait. Puis à partir du 19e, on prend vraiment conscience de Il faut dire qu'il y ait l'importance. Mercier, parce que Mercier était Ah, quelqu'un qui nous a donné un très Louis-Sébastien grand Mercier, nombre de... oui, ses tableaux de Paris, il a écrit des milliers de pages, mais il est allé rue après rue et il a décrit, un peu comme ce qu'a fait Adjet ensuite en photographie un siècle plus tard, où il a pris de façon Alors là presque aussi, entomologique. c'est quelqu'un de très très important. Voilà. Pour ceux qui aiment Paris, ce vieux Paris dont vous nous parlez, il faut aussi dire que on est à la fin du 19e siècle et qu'il y a un homme se balade avec C'était un photographe un du des dimanche. premiers appareils photographiques et il photographie ce Paris qui a totalement dit. Et il nous laisse des milliers de photos sur ce Paris-là. À l'époque, les gens l'ont pris pour un fou parce que ce qu'il faisait, les gens ne comprenaient pas pourquoi il allait prendre en photo leur porte, leur pas de porte, leur trottoir. Et en fait, c'est un document inestimable parce qu'il a fait un travail entomologique. Et ou le marquis de Rochegude aussi qu'on a oublié, qui était en fait l'ancêtre de Hilleret, qui ensuite a fait le livre Capital sur les rues de Paris. Ce type est allé numéro après numéro pour décrire et pour faire un petit guide pour que les gens apprennent à déambuler dans leur ville et à la considérer comme un objet et d'étude et de passion. Alors j'évoquais les écrivains, les artistes, les chanteurs. Paris reste au cœur quand même de l'art. Paris reste au cœur de l'art, mais les tableaux de Paris, moi je peux passer des heures au musée Carnavalet à regarder les grandes toiles de Raguenet, par exemple, qui était ce peintre qui avait en fait un côté assez naturaliste, qui décrivait des grandes scènes parisiennes. On voit ce qu'était la Seine, la Seine à la fin du XVIIIe siècle, effectivement, avec des bœufs qui allaient se baigner, avec des gens qui nageaient, des gens qui buvaient l'eau de la Seine. Il y avait des bains publics avec des lavandières. C'était une vie étonnante. Et même, je revoyais l'autre jour le film de Duvivier Sous le ciel de Paris, donc en 1951, et on voit des baigneurs au bord de la Seine. Les gens plongeaient, on pouvait circuler sur la Seine. On voit un petit garçon qui prend un bateau et qui va se balader. Vous pourrez le refaire parce que les maires récents de Paris nous ont promis que très prochainement on va pouvoir se baigner à nouveau dans la Seine. Mais juste la liberté de circulation en bateau, avoir un petit bateau à moteur et pouvoir aller se balader sur la Seine, on pouvait le faire. C'est inimaginable aujourd'hui. Et pourquoi d'abord? Pourquoi? Eh bien, j'imagine que ça pose des problèmes avec les péniches, notamment, entre autres. Il y en avait énormément avant, des péniches. Enfin, tout ça, c'est des obsessions sécuritaires. Mais voilà, la Seine a vraiment été pendant des années le nœud, le boulevard central de Paris. C'est-à-dire que c'est ce qui séparait les deux rives. Les ponts sont arrivés en fait assez récemment. C'est-à-dire que le pont Neuf, voilà, date du début du XVIIe siècle. Avant, c'était des ponts en bois qui se cassaient la figure tout le temps. Un mot, vous parliez de Carnavalet. C'est vrai que le musée Carnavalet réunit toutes ces archives autour de Paris. C'est absolument fabuleux. C'est un musée passionnant que les Parisiens ne connaissent pas. Il faut bien ils l'avouer. pas. Ils y vont quand il y a des grandes expos. En plus, c'est un musée gratuit. Il faut le signaler. C'est un musée où on peut débouler à n'importe quelle heure. C'est gratuit, c'est passionnant. Il y a toute l'histoire de la ville, depuis les pirogues de Bercy, il y a 6000 ans, jusqu'au Paris actuel. C'est une mine extraordinaire. Moi, je vais souvent... C'était des pirogues qui se déplaçaient pour récolter les contributions. Voilà, absolument, vous avez tout compris. Non, c'est les pirogues qui sont les plus vieux documents, les plus éléments, disons, archéologiques qu'on ait retrouvés. Parce que soit Paris aurait commencé soit à Nanterre, soit à Bercy. L'île de la Cité n'est pas le véritable berceau. Mais bon, c'est quand même là que Paris est né. On se doutait bien que Paris avait peut-être commencé effectivement à Bercy et que beaucoup de choses s'étaient développées autour de l'argent. Un mot sur les écrivains que vous aimez bien et qui ont chanté Bercy, parce que vous-même... Qui ont chanté Paris, pardon. Et vous-même, vous étant écrivain, forcément, vous les connaissez, ces écrivains. J'ai une tendresse profonde pour Marcel Aimé, pour le Paris de Marcel Aimé, qui est souvent un Paris magique, un Paris un petit peu mystérieux, le Paris du Passe-Muraille, le Paris des Sabines, c'est-à-dire qu'il nous décrit un monde où on peut
passer dans un univers magique juste en changeant de trottoir. Ça, j'adore ça. Et sinon, aussi un autre grand écrivain du Paris magique, c'est André Ardelais, qui est un poète qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. Pourtant, c'est un des grands, pour moi, un des grands poètes et écrivains de l'après-guerre, enfin des années 50-60. Et il a décrit un Paris assez mystérieux, un Paris une fois de plus de jardin caché, où il imagine qu'il y a des conciliabules, des gens cachés dans le métro qui veulent prendre le pouvoir. Et toute une atmosphère que ensuite j'ai retrouvée dans les films de Jacques Rivette, aussi, qui lui aussi a décrit un Paris toujours à mi-chemin entre le Et rêve et oui, la parce que le réalité. cinéma joue un rôle considérable dans l'histoire du cinéma français, et puis on peut même dire aujourd'hui mondial, parce qu'un grand nombre de films se sont tournés à Paris. Je pense à Woody Allen qui aime bien venir tourner à Ah Paris. bah, les Américains adorent venir tourner à Paris. Alors le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait la Tour Eiffel dans chaque plan. Alors ça, on a parfois des aberrations géographiques, mais c'est drôle. Mais bon, le cinéma, même s'il a été inventé à Lyon, il est quand même né à Paris. Les premières projections, c'était à Paris, dont l'une qui a provoqué l'incendie du bazar de la Charité d'ailleurs. Et puis les cinéastes qui ont filmé Paris, que ce soit René Clair, que ce soit Duvivier, ou alors la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, les films de Truffaut montrent exactement ce qu'était Paris, ou de Varda. On termine parce qu'il y a énormément de choses à dire. Euh, A-t-on chanté dans le monde une ville autant que Paris? Est-ce qu'il y a eu autant de chansons sur une ville que Paris? Alors peut-être New York, j'en sais rien, mais il me semble, j'ai même pas le sentiment qu'il y en ait autant. Bah, j'aurais tendance à vous dire non, que Moi j'imagine aussi, que j'aurais Paris, tendance à parce dire que non. la chanson parisienne, ça a vraiment commencé à la Commune, il y en avait avant, mais à partir de la Commune, Paris est une entité physique, puisque c'était un projet politique, et il y a une tradition de la chanson populaire, où Paris, que ce soit Paris est une blonde, bon, aujourd'hui c'est un peu tombé en déshérence, et on considère que c'est trop rétro de chanter Paris, mais bon, pour moi c'est une source d'inspiration On inépuisable. pourrait peut-être demander aux jeunes compositeurs, aux jeunes chanteurs de reprendre ce thème qui, après tout, Oui, est aussi ce un sera un thème travail d'étude inépuisable. intéressant. Hein, c'est vrai. Merci beaucoup, Nicolas Destiendorf, pour ce dictionnaire amoureux de Paris, donc publié aux éditions Plomb. Et puis, bah, on attend vos prochains romans, puisque là, j'imagine que c'est une parenthèse, mais qui a dû vous prendre un certain temps. C'est 4 ans de parenthèse, Voilà, tout 4 en ans de écrivant d'autres parenthèse. romans et d'autres textes, mais c'est un travail Oui, considérable. mais vous aimez écrire. Et puis Je ne peux pas vous plaindre. surtout, je me rends compte que j'en sais encore moins sur Paris qu'au début et que j'ai envie d'en savoir encore plus. Donc, à mon avis, c'est pas terminé. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous.